Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre premier meet-up. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui attendaient ça de manière impatiente, mais bon. Voilà, donc notre meet-up concerne l'outil Ansible. Donc là on l'a appelé l'outil ultime, parce que vous allez voir tout à l'heure que c'est vraiment un outil multi-use case et il permet justement, c'est très puissant en termes d'automatisation. Alors pour ce faire, on a le plan suivant. Hop, hop, hop. Ça marche comment? Tu peux gérer? Vas-y, vas-y, ouais, tu peux gérer, c'est plus facile. Voilà, donc le plan est comme suivant. Donc première des choses, on va présenter un petit peu le contexte. Donc le contexte de l'infrastructure as code dans la culture DevOps éventuellement. On va aussi faire une petite étude de benchmark des outils d'automatisation de standardisation. Puis, donc, on va présenter donc, les composants de base d'Ansible, à savoir donc, les inventaires, les playbooks, la syntaxe YAML, les modules les plus fréquents, les plus utilisés par Ansible, la manipulation des variables et des faits système, et ensuite donc, les rôles. On va voir de quoi il s'agit, donc la notion des rôles. On va voir aussi donc, une librairie qui s'appelle Ansible Galaxy. Et puis finalement, on va voir donc, comment on protège les données sensibles à l'aide de Vault. Ensuite, on a donc une version entreprise qui s'appelle Ansible Tower. Et donc elle est à l'échelle entreprise. AWX, c'est une version open source qui est adaptée, doucement, qui est adaptée donc, à ce contexte. Et puis on va finir par une petite implémentation avec une démonstration donc, qui sera faite avec Nordine. Donc pour me présenter, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi. Donc je suis consultant DevOps chez AXA Bank. Nordine, c'est... Nordine Blagui, je suis consultant infrastructure chez Arval, filiale du groupe BNP Paribas. Je suis spécialiste de l'infrastructure, tous les volets d'infrastructure, système en premier lieu, mais aussi du stockage et du réseau sur les infrastructures de production. Parfait. Alors, voilà. En résumé, l'infrastructure. Donc c'est un ensemble, tout ce qui concerne les logiciels, les matériels, les réseaux. Donc ça forme à peu près l'infrastructure. Il faut pas attention, on distingue entre l'infrastructure IT et le système d'information. Sauf que le système d'information, il inclut le process et le personnel. Donc ça, c'est un grand enjeu qu'on l'on détermine. Ensuite, voilà. Vous n'hésitez pas à me poser une question à tout moment. Donc je vais passer rapidement parce qu'on souhaite bien qu'on profite de la démonstration, comme ça c'est plus intéressant. Voilà. Donc là, on parle aussi de la gestion de l'infrastructure. Ce qui nous met dans donc, 3 problématiques suivantes qu'on a définies. Comment définir une infrastructure de déploiement des services? Comment approvisionner une configuration, ouais, il manque un E, une configuration d'un environnement? Comment on peut modifier ou reconstruire ou mettre à jour d'une manière transparente sans couper les services? Donc c'est ça les problèmes qu'on trouve actuellement dans toute entreprise ou dans tout contexte où l'infrastructure comment dirais-je, donc l'infrastructure est assez importante. Hop. Le DevOps, comme vous connaissez tous, donc le fameux schéma. Donc pour ceux qui ont passé la certification DevOps, on a identifié les 4 clés, les 4 termes clés. Culture, donc il consiste à avoir une culture, puisque déjà DevOps c'est une culture, l'automatisation, la mesure et le partage. Donc l'automatisation, le DevOps en tant que culture, en tant que philosophie, elle vient offrir justement cette notion elle vient corriger, enfin remédier aux problématiques qu'on a identifiées avec l'automatisation et la standardisation. Et aussi, elle ajoute ce qu'on appelle l'infrastructure
as code. Donc avec le DevOps, l'automatisation se manifeste en deux formes. Soit ce qu'on appelle l'infrastructure as code, c'est une infrastructure programmable, ou sinon dans les différents pipelines de la CI/CD, de la livraison continue et déploiement continu. On va voir ça avec plus de détails sur les slides suivants. Voilà, donc pour résumer un petit peu l'infrastructure, considérons qu'on a par exemple une stack technique, des serveurs, un environnement, c'est vrai, on est tous ici, on est des programmeurs Java, donc on a besoin souvent d'un environnement qui contient du Docker, avec un Maven, avec des JDK, etc. Le problème que l'on souhaite avoir, c'est que est-ce que c'est possible de livrer de l'environnement de dev jusqu'en prod d'une manière répétitive, d'une manière réutilisable et d'une manière testable. Donc c'est là où vraiment les enjeux de l'infrastructure as code. Ouais. Un point que j'aimerais bien citer, c'est les challenges levés par l'infrastructure as code, à la fois pour les devs et pour les ops. Donc les devs, ça leur permet aussi, premièrement, d'intégrer les notions de l'infrastructure bien avant sur leur développement, à savoir la performance, la sécurité et le fonctionnement. C'est-à-dire, quand on livre un logiciel, ça ne suffit pas. Un code source, un code buildé, déposé sur un environnement, ça ne suffit pas. Mais c'est plutôt un service. Donc il faut maintenir un service qui fonctionne et qui répond aux besoins du client. Là, les cas les plus connus, c'est que le développeur, par exemple, il livre un applicatif sur un environnement de dev, ça fonctionne, et dès que c'est offert, dès que c'est donné aux ops, en fait, ça pose un problème. Pourquoi? C'est parce que peut-être ils n'ont pas pris en charge, pris en compte ils n'ont pas pris en compte plusieurs enjeux. Pour les ops, ils ont toujours cette idée classique qu'en fait ils sont les seuls maîtres de leur parc informatique. Or, ils doivent aussi bénéficier des nouvelles technologies. Ils doivent aussi gérer la dette technique. La dette technique, pour ceux qui font du Angular, par exemple, l'Angular ou du React, on a presque chaque mois, on a une nouvelle version. Donc imaginons qu'à un moment donné, une application qui est en train de tourner et qu'elle tombe en bug, ça veut dire que il faut tout refaire, il faut livrer un mode opératoire pour qu'on puisse mettre à jour la stack. Or, avec l'infrastructure as code, ce qu'il nous offre, c'est qu'il est possible de versionniser donc la version de l'infra. On peut la mettre à jour sans couper les services, et aussi on peut la configurer d'une manière efficace et d'une manière templétisée. Ok. Pas de questions jusqu'à présent? Tout est clair? Ok, super. Voilà. Ça, c'est à peu près les outils les plus connus sur le marché. Chef et les plus anciens. Il y a aussi Terraform. Donc Terraform, c'est vraiment la tendance. Parce que Terraform, il offre... alors je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais Terraform, c'est un outil multiplateforme. Il permet de créer la stack sur des environnements cloud, AWS, ça va, mais également sur des environnements, des environnements VMware. Ansible, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que Ansible, il a trois particularités. Il est agentless. C'est quoi agentless? C'est-à-dire on n'a pas besoin d'installer un agent sur les serveurs qu'on a besoin de mettre en place ou d'installer. Oui. C'est quoi un agent? Un agent, très bien. Vous connaissez un petit peu la notion client-serveur?
Rapidement pour moi. Même pas. Client, serveur. Un serveur, c'est du back-end. Un client, c'est du front. Okay. D'accord? Donc lui, il consomme, il récupère des services. Donc pour qu'il puisse... D'accord, c'est clair. Donc pour qu'il puisse communiquer avec les services, il faut avoir un agent dans le front. C'est-à-dire moi je interpréter les directives voilà, sont envoyées par un Ansible, en fait, par ça. D'accord. Alors que Ansible, il est simple. On a une machine moteur, on a une machine cible, on la nomme un host, il se connecte directement avec une clé SSH et il fait le travail. C'est simple. On appelle la notion de master mignon comme. C'est-à-dire C'est-à-dire un master qui contrôle tout. Et mignon, c'est en fait c'est comme des parties qui sont dans les serveurs distribués qui communiquent avec le master. On n'a pas vraiment. C'est une version assez. Quand on a par exemple, on travaille sur un environnement virtualisé, d'accord, et que on a besoin comment dirais-je, d'avoir, enfin, on a une charge qu'on peut pas, qu'un seul serveur ne peut pas la supporter. Dans ce cas-là, on peut dispatcher en fait les Ansible, enfin les machines qui contiennent Ansible, et d'orchestrer en fait, parce que lui en fait il a aussi un module. La réponse à sa question est dans l'avant-dernier slide. D'accord, ok, super. Oui. En fait, là je reconnais aucun nom de ces plateformes parce que c'est un peu l'ancienne. Donc est-ce que ces plateformes-là font de bout en bout? C'est-à-dire, dès que le mec submit son code, ça génère une release automatiquement qui est déployée dans un web test et qui a été testé et donne des résultats. Est-ce que ces plateformes-là font le process de bout en bout? Oui, alors, mais pas toutes, pas uniquement ça. On peut certainement créer un environnement avec ces outils, mais si on les combine avec d'autres outils, à savoir Jenkins, Docker, pour les gens, AWS par exemple, si on a une plateforme cloud, bah, au final ça forme un pipeline, d'accord. Donc on peut utiliser certainement l'intégration, intégrer les livrables avec du Ansible. Si nos livrables ils sont plutôt pas uniquement une application, pas uniquement un code buildé, mais plutôt une stack. C'est-à-dire, on livre plutôt un environnement. Tu livres un environnement avec une spécificité, je ne sais pas, savoir un serveur web, avec une base de données, etc. et compagnie. D'accord? Un complément de question sur ça, en fait. Quel est leur apport sur le processus? Quel est le rapport? Ouais. Hop. Plus besoin de faire des choses manuellement, puisque ça crée les deltas entre un environnement et un autre. On a par exemple... Vous parlez tout le temps environnement, moi je parle applicatif. Application, c'est-à-dire par l'application. Enfin, vous parlez tout le temps d'environnement. Ouais. Et moi dans ma tête c'est... Quand je parle d'un environnement, considère-le qu'il s'agit d'un service. Un service égale une infra avec une couche d'application, avec une couche de présentation. Je sais pas, du REST, un contrat d'interface, je sais pas, des bus qui communiquent avec des systèmes legacy et compagnie. Donc, voilà. Ok. Idempotent. Alors idempotent, c'est une notion mathématique. Hein. C'est que lui, son avantage, c'est que quand on lance une tâche plusieurs fois, elle ne se répète pas. Quand tu demandes à Ansible de créer une machine et que tu la remets encore une fois, bah, il fait rien. Donc ça, c'est heureusement qu'ils ont intégré cette notion, parce que sinon ça va créer des problèmes. Après il faut aller se connecter, détruire, réouvrir donc le... Si j'ai bien compris, donc si par exemple on lance un playbook. Un playbook. Alors, on le nomme des playbooks, on va voir ça. Une fois, ouais. Par exemple, si on décide de se recopier, j'y connais rien. Oui. On est obligé de le relancer la prochaine fois. Non, c'est pas. Ah oui, si on est obligé de le faire.
Voilà, alors ça se répète pas. Alors pourquoi ça se répète pas et pourquoi c'est pas bien quand ça se répète? Non, c'est les doublons en fait, ça évite les Voilà. doublons. Voilà, ça évite les doublons. Ah, les doublons de test. Oui. Imaginons qu'on est en train, parce que lui en fait, le programme, il faut le considérer en fait que c'est un script, il s'agit d'un script, mais il faut le voir aussi d'une manière que nous, quand on lance une tâche, bah, elle donne un état. On a une cible, on a un serveur, on veut le transformer d'un état 0 à un état 1. On a une machine vierge, on veut mettre du protocole RSA par exemple, ou SSL, pardon, SSL. Donc quand on le lance, ok c'est bon, c'est fait, ok ça génère des erreurs. D'accord, je refais mon code, je répète, ça fonctionne. J'ai installé mon SSL, maintenant j'ai besoin de faire une deuxième tâche. Bah, quand je lance encore mon playbook, bah, il skip en fait la partie qui est déjà faite. On utilise un langage déclaratif, c'est-à-dire qu'il tente de mettre le système dans l'état souhaité. C'est ça. Et ça, c'est que dans Ansible ou bien c'est dans les autres outils? Très bonne question. En fait, sur Chef, alors Chef, la différence entre Ansible et Chef, c'est que Chef, on installe un agent. Et que, en fait, c'est l'agent qui est le responsable de mettre à jour, de corriger en fait l'existence sur la machine. Donc, il est détaché, mais certainement, le serveur, on a un nœud, enfin, considérant qu'on a chaque nœud où on a un agent, et on a la machine chef serveur. Donc serveur en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle interprète les demandes provenant du client. D'accord? Mais je ne saurais pas te dire, mais prochainement, pourquoi pas, on peut préparer un autre meet-up hein, sur ça. D'accord? Troisième point, c'est que Ansible, il est vraiment l'outil le plus utilisé, le plus préféré par la communauté DevOps. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est un langage Python. Et il intègre aussi ce qu'on a, enfin un langage, une syntaxe YAML. C'est à peu près comme le JSON, mais c'est un peu différent. D'accord? Et surtout, c'est le point le plus important, c'est la communauté. Parce que c'est un outil, enfin, d'après le rachat, il a été racheté en fait par Red Hat en 2013, très bien. Et donc voilà, si on peut jeter un petit coup d'œil. Oui, il est tout à fait, il est open source, son code source il est disponible sur Git. Il est sur Git. La documentation elle est vraiment complète. Donc il suffit juste d'y aller. Et puis... donc on peut l'installer depuis Git par exemple? Tout à fait. Alors toi, tu as trois moyens. Soit tu l'installes puisque c'est du Python, soit tu l'installes avec une commande apt-get install, ou plutôt git clone. Ou un git clone, mais tu es censé de mettre le makefile après. D'accord. Sinon, bah, tu fais pipe. Pipe, c'est le module Python, tu le récupères et puis après il te donne. Donc voilà le. J'ai une autre question. Oui. Comment on déclare les machines auxquelles on veut se connecter? On va y venir. Ah, Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Ok. Ensuite. Ça marche. Ouais. Donc, voilà, un petit benchmarking que j'essaie de faire. Là, on a une suite d'outils les plus connus, Chef, Puppet, Ansible, CloudFormation pour AWS, HIT, un peu moins utilisé qu'avant. Et Terraform, c'est le plus en fait, même si c'est comme ça, les chiffres ils disent l'inverse, mais Terraform, maintenant il est dans la tendance. Si vous connaissez pas Terraform, c'est la même société qu'elle a fait Vagrant, elle a fait Terraform. Donc là, il est en pleine naissance. Ansible, voilà, surtout sur ça, on visite plutôt le Stack Overflow, donc il est bien élevé. La contribution, il est le premier, et surtout le nombre de commits. Par contre, il y a des bugs. C'est normal, c'est un outil open source, on corrige au fur et à mesure et on fait des releases. Maintenant, il est en version 2.8. À la 8 carrément. 8. L'examen actuel de Red Hat, il est sous 2.7. La dernière version, c'est la 2.8. Je voulais commenter par rapport à ça. Vous allez voir que surtout c'est son rachat par Red Hat en 2013 qui a fait monter cet outil. Tout à fait. Vraiment en flèche. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que Red Hat, quand ils vont faire un release de correctif de sécurité, par exemple, ils vont produire un playbook Ansible avec
pour identifier si un système est vulnérable à tel problème de sécurité ou pas. C'est ça. C'est surtout encouragé par l'éditeur. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'amusent à modifier le code source, l'améliorer, qui contribuent. Ouais, c'est à peu près comme le PHP par exemple. PHP, il y a une communauté, c'est du open source, mais on a des organismes aussi qui ont pris PHP. Zend par exemple. Zend, c'est une version commerciale. Mais aussi, donc Ansible, on a une version à l'échelle entreprise commerciale. On a une version entreprise qui est supportée par une communauté. Ces chiffres-là, c'est en 2019 ou... Très bonne question, j'aurais dû mettre les sources. C'est Medium, hein. Medium, pour info, c'est une magazine en ligne. Et je vous recommande énormément de s'abonner. C'est pas uniquement de l'IT, mais c'est à peu près tout ce que vous voulez. Life hacks, comme on dit. Ok, ensuite. Donc là, ouais, tout à fait. Donc Ansible, il parle pour les DevOps parce que tout simplement, à l'aide d'un playbook, il est simple à le dire parce que c'est un langage déclaratif. Et à partir d'un playbook, on peut l'exécuter sur différents environnements et ça donne le même résultat. Et c'est ce qui garde en fait, c'est ça le point puissant pour Ansible. Parce que dis-toi que par exemple, si une application, elle vient sur on la vient déployer sur un environnement déjà créé, ça veut dire qu'on doit prendre en compte les paramètres de chaque environnement. Donc ce qui veut dire, il suffit juste de paramétrer, de templétiser, de lancer un playbook qui met à jour donc, les configurations sur un environnement à un autre. Vous allez voir tout à l'heure que on a plusieurs cas de figure, plusieurs use cases, et sur la démo on va essayer d'attaquer un petit peu l'essentiel. Ok, hop. Voilà, tout à fait. Donc parmi les use cases les plus utilisés, hein, c'est donc la gestion de configuration. C'est ce que je viens de citer. Par exemple, on a par exemple un environnement tel X ou Y ou Z qui a besoin d'un nom de domaine, c'est un groupe de sécurité, un ensemble de paramètres. Il suffit juste d'utiliser Ansible pour pouvoir gérer cette partie. Le déploiement, ce qui est plus utilisé, on peut créer une machine sur un environnement, comme on peut récupérer, une machine, on peut lui passer des paramètres, et ça le crée sur un environnement clusterisé, un environnement vertical, horizontal. Donc oui. Pour les fichiers properties par exemple, est-ce que Ansible peut gérer les fichiers properties selon l'environnement d'un WAR oui. Ouais. On considère par exemple l'application je suis infrastructure. En fait, oui, l'application Java J2E, il a besoin par exemple d'un fichier properties qui dépend de l'environnement sur lequel tu vas déployer. Okay. Par exemple, et tu vas variabiliser ton fichier dans ton fichier properties selon l'environnement sur lequel tu veux déployer. Ouais. Est-ce que Ansible gère cette partie-là aussi? On peut créer ce qu'on appelle les dictionnaires de données. Oui. On peut créer, en fait, on peut créer ce qu'on appelle des templates Jinja 2. Ouais. C'est en fait une norme de template où on peut instancier des variables qui vont dépendre par la suite de la version de l'OS et de l'environnement. En fait. Ouais. Et c'est surtout faire ça en fait. En fait, c'est plutôt des variables applicatives. Je ne parle pas de système, c'est des variables dans l'application. Tout se déclare, qu'elle soit variable système, variable applicative. Tout se déclare localement au niveau de la machine ou au niveau de l'appli et peut être exploité par la suite. Je donne un cas concret. On a une application Java, on veut le déployer sur un Tomcat. C'est une application Spring et sur les variables Java de la JVM, on a besoin de passer le profil avec une connexion de base de données, par exemple. Voilà. Donc dans le process de déploiement, je ne sais pas, sur une interface Jenkins par exemple, il suffit de choisir, de cocher tel ou tel environnement. Derrière, on peut avoir un playbook qui va surcharger
va aller chercher le fichier properties convenable, il va le déposer sur tel répertoire, app, conf et compagnie, et puis il va lier, enfin il va surcharger les variables aussi qui sont passées en paramètres. Ça c'est. Et la dernière question pour ne pas vous embêter. Non. Est-ce qu'il y a un plugin Jenkins pour Ansible? Oui, mais c'est moi d'après mon expérience, il est préférable de détacher les choses. Tu utilises un Jenkins file. Dans le Jenkins file, tu appelles tes playbooks directement. Pas de plugin. Par exemple, j'ai un job qui lance les tests et à la fin, je voudrais qu'il me lance le déploiement sur un environnement à l'aide de Jenkins, à l'aide d'Ansible. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? C'est possible. Voilà, comme tu as dit, tu peux l'utiliser comme des scripts. Ça dit directement, tu développes tes playbooks Ansible. Et dans les pipelines, en fait, tu formes dans un stage, tu dis ouais, exécute-moi tel script avec des paramètres. Comme tu peux utiliser des plugins déjà préportés, tu charges, tu paramètres. Mais je recommande pas. Le meilleur, c'est que tu détaches, tu développes les scripts à part. Puis, ok. Une question beaucoup plus simple que je connais rien. C'est quoi la différence entre déploiement et livraison continue? Là, quand on parle de déploiement, c'est pas uniquement applicatif, mais c'est plutôt un déploiement d'une machine. Là, enfin juste pour info, lui il est plutôt orienté infrastructure, donc lui c'est un Ops. Moi je viens du monde du développement, donc c'est pour ça que j'arrive à répondre à ces questions. Mais par contre, quand on parle du déploiement, c'est vraiment un déploiement d'une ressource. Une ressource, ça peut être un serveur, ça peut être une base de données, ça peut être un service, un conteneur ou un logiciel, un ERP par exemple. D'accord. Là, ce qu'il veut, je pense que c'est la définition. Ouais, la définition de déploiement. Qu'est-ce que c'est en fait? Déployer. Mise en fonction. Mise en place. Mise en place, voilà. En fait, mettre à disposition. Je suis orienté, parce que même moi, chez IT, c'est un peu envoyé par la partie IT 100%. Donc là, si on regarde le use case, il est clair. Reste en fait dans l'exemple. Parlons en fait de déploiement d'un produit ou d'une application. Là, tu fais la gestion de config serveur, config en fait d'application. Si tu as une application, un tiers de tiers, tu utilises un web service. Après, déploiement, est-ce que c'est un code qui a été livré pour avoir une release, une application? Livraison continue, c'est une très bonne question parce que déploiement et livraison continue, c'est quoi la liaison là? Alors, tu arrives à déployer. Lorsque c'est pour cela, depuis tout à l'heure, je pose la question. Vous parlez infra, application. D'accord. Pour la livraison continue, c'est l'intégration continue plus le déploiement continu. La somme, ça forme la livraison continue. Est-ce qu'on est d'accord? Tu me suis? Moi, je connais l'intégration. Voilà. Donc l'intégration continue plus le déploiement continu, ça forme la livraison continue. Le déploiement continu, c'est de pouvoir déployer, mais ça, là, c'est plutôt orienté applicatif. Quand on parle du déploiement, c'est plutôt infrastructure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Ok. Machine, modifier une machine. Là, moi, j'arrive bien à assimiler. Non, ça vient juste un petit slide. Voilà. Voilà, ça c'est un petit exemple d'un playbook. En fait, j'ai dit tout à l'heure, c'est un passage d'un état à un autre. Quand on exécute une tâche, elle met une ressource dans un état. Par exemple, j'ai un serveur où j'ai installé un service de monitoring, Nginx ou autre. D'accord? Donc quand je lance une commande qui dit il faut arrêter la supervision à un moment, lui en fait ça passe. Il faut bien tenir en compte que c'est un script, c'est du scripting, mais c'est aussi si on reste sur cette notion de script, on ne va pas bénéficier de son utilité. D'accord? Quand on parle des applications par exemple, on a besoin d'une application dans sa globalité. L'application elle utilise des ressources infra. En fait, on peut, dans un état initial, on peut créer
la partie vraiment basse. Ensuite, quand on parle de basse, c'est-à-dire on approvisionne par exemple la machine. Ensuite, on met un système d'exploitation. Ensuite, on installe les services, Maven, Java, Apache, etc. Ensuite, on déploie l'application et enfin, on met un outil de monitoring et on expose vers du HTTP. Donc ça, c'est un exemple. D'autres questions là? C'est clair? En fait, ça, c'est le plan de déploiement, c'est ça? Non, non, ça juste un exemple. D'accord. D'accord? C'est un exemple. C'est-à-dire, là, l'exemple, là, c'est un déploiement à chaud. C'est-à-dire, ton application, elle tourne directement. Donc, elle est sur plusieurs, elle est disponible sur plusieurs serveurs. D'accord? Donc là, pour pouvoir mettre à jour l'application, il faut arrêter de la superviser, sinon ça va dégager des alertes. Ensuite, on la détache du load balancer, on arrête les services, on déploie l'application et puis on fait une sorte d'itération sur tous les serveurs. Arrêter le load balancer, c'est arrêter carrément le F5 ou bien arrêter le... Ouais, retirer la ressource, retirer la machine du load balancer. D'accord. Et ça se fait d'une manière itérative avec une boucle. La syntaxe, on va la voir tout à l'heure, elle est vraiment simple, elle est vraiment sympa. Et voilà. Une autre question? Ok. Alors, on va aller pour la suite, pour la partie architecture. Non, je vais prendre celui-là, ça va aller. Ok, super. Une architecture assez simple. On voit que... l'architecture Ansible qui nous présente deux types de machines. Je veux dire, là au milieu, on a le node control qui va exécuter un ensemble de playbooks sur les nœuds managés qui peuvent être des nœuds tournant sur des operating systems ou des équipements réseau. Donc on a notre user qui va essayer d'exécuter ce playbook via ce node control. Et en fait, un playbook ne s'exécute que si on a un inventaire des machines sur lesquelles va s'exécuter notre suite de tâches, notre playbook. Ce playbook va faire usage de modules. C'est des programmes qui sont précompilés, préinstallés, qui va déployer sur les hôtes. Il peut faire usage de plugins, par exemple le plugin Jenkins, comme la question que tu avais posée tout à l'heure, des plugins pour EC2, pour Amazon. Il peut présenter notre nœud de gestion, une API REST qui peut être invoquée par les nœuds gérés, c'est-à-dire qu'on a une procédure inverse, c'est-à-dire c'est le nœud géré qui va initier la configuration par le node control. Et ça, on va voir un cas concret par rapport à ça par la suite. Des questions par rapport à ça? C'est quoi un module? Alors, un module, on va aller voir tout à l'heure. Les modules, en fait, c'est vraiment la boîte à outils pour Ansible. Un module HTTPD, par exemple, permet de configurer le Apache. Un module user permet de créer un user. C'est du code Python précompilé, prêt à l'utilisation. On n'a que renseigner nos paramètres. Voilà, c'est des librairies. Voilà. On va commencer par les inventaires, justement. Ta question tout à l'heure. Un inventaire peut être statique, avec le format comme on a là, c'est-à-dire un groupe USA avec 2 serveurs listés comme ça, c'est un format ini simple. Et un inventaire peut être dynamique. Concrètement, c'est un script qui va interroger les fournisseurs d'infrastructures, tels que Satellite pour tout ce qui est en prémisse, vCenter pour tout ce qui est VMware, tout ce qui est machine virtuelle, OpenStack pour le cloud privé, Amazon EC2, GCP pour tout ce qui est cloud public. Donc l'utilité des inventaires dynamiques, c'est que ça ne soit pas figé dans le temps et que, parce que surtout sur des infrastructures de conteneurs, on a les noms des conteneurs qui changent tout le temps et donc on a besoin d'inventaires dynamiques pour pouvoir suivre. On ne peut pas les définir à l'avance.
Est-ce que c'est clair pour la partie inventaire? Alors, pour configurer Ansible avant de l'utiliser, il y a 4 emplacements possibles pour placer les paramètres. Si on les classe par ordre de priorité, le plus prioritaire c'est la variable d'environnement Ansible config, suivi par l'un de ces paramètres-là. Il y a un fichier ansible.cfg avec plusieurs sections qui peut être placé dans le répertoire courant, qui est lu en priorité. Le mot prioritaire, c'est le ansible.cfg placé dans le home du user, ou bien le ansible.cfg qui est placé dans sa HTTC Ansible, et c'est un fichier machine-wide, c'est-à-dire pour tous les users qui vont exécuter sur la machine. Et ça, c'est sur le node de contrôle, en supposant bien sûr que le node contrôle est une machine Unix, Red Hat. Des questions par rapport à ça? On a bien sûr un fichier par défaut, avec des valeurs par défaut, et par la suite il est facile de les changer. Et lequel de ces fichiers-là où on déclare les hosts, les machines? C'est le fichier inventaire en fait. Ici, dans ansible.cfg, on va définir l'emplacement de l'inventaire. Après, il suffit de créer un fichier, n'importe lequel, quel que soit son nom en fait, qui est présent dans l'emplacement qu'on a spécifié, avec ces machines-là, et ces machines-là vont être prises en compte. Je voulais juste rajouter un point. On va voir tout à l'heure, parce que ce genre de fichier il est très sensible. Donc le fichier, on peut certainement ne pas le déposer sur la même machine moteur. On peut le protéger avec un outil qui s'appelle Vault. Donc ça sera protégé, parce que si un hacker dispose de l'inventaire, il a pratiquement tout en infrastructure, donc il peut faire... Ou bien il a accès aux clés publiques par exemple. Voilà, ou ça. Exactement. Alors, déjà, est-ce que l'affichage est clair pour tout le monde? C'est un exemple de... Oui. Là, il y a une question? Non. mais la question arrive. Est-ce que, rien qu'en regardant de loin, est-ce que vous pouvez me dire à peu près ce que fait ce playbook? Voilà. Voilà, c'est un web service. C'est pas du monitoring pour voir si le Apache il est pas mort, il est pas down. Il va en fait une chose Apache, il va s'assurer que Apache est dans la dernière version, c'est-à-dire si il n'est pas à la dernière version, il va l'upgrader, il va déployer un fichier de conf et après il va starter le service et l'activer. Donc je vois que la plupart du monde ont pu voir à peu près à quoi ce que peut faire ce playbook, alors que beaucoup d'entre vous n'ont pas de connaissances avancées en Ansible. Et c'est pourquoi on dit que les playbooks Ansible ils sont facilement lisibles. C'est-à-dire que pour chaque tâche, parce qu'on définit la section tâche, pour chaque tâche, il y a le mot-clé name, après lequel va suivre la description de la tâche qui va suivre, qui est obligatoire. On ne peut pas déclarer de tâche, on ne peut rien faire sans que ça soit commenté de la sorte. Et c'est pour ça qu'on dit que nos playbooks sont lisibles, même pour les gens qui n'ont pas des connaissances techniques avancées sur le sujet. Donc là, c'est une syntaxe YAML, comme a dit Mehdi, ça ressemble à du JSON. C'est des couples clé-valeur pour la déclaration de variables. Mais ce qui se passe vraiment, c'est surtout ces tâches. Et là, ce qu'on a en rouge, par exemple, le YAM, c'est un module. Ça, c'est un module. Python. Voilà. Ça, c'est un module template pour les fichiers de configuration. Ça notify, c'est comme si on appelait une fonction qui est définie par le mot-clé handler. Et c'est comme si on définissait une fonction dans la programmation classique. Quand tu écris max client, c'est que c'est le nombre maximal de personnes qui peuvent se connecter en même temps? C'est une variable qui va être par la suite insérée dans le fichier de configuration. C'est-à-dire, à un moment donné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer un template HTTPD J2 partout sur les machines web server vers cette destination-là, httpd.conf. Ce template, c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe, exactement, qui apparaît dans l'inventaire. D'accord. Ce fichier-là,
c'est notre fichier destination. Mais ce template, il va à un moment donné contenir une variable MaxClient. Et à l'exécution du playbook, cette variable MaxClient va être remplacée par sa valeur. Est-ce que c'est assez clair? On va vérifier la syntaxe. On va y venir. Pour vérifier la syntaxe, il y a une commande déjà pour ça, qui est Ansible Playbook, ou moins syntaxe check, ton playbook, et il va t'indiquer à peu près, c'est jamais assez précis, parce qu'après c'est un compilateur, tu vois, qui va t'indiquer à peu près où se situe la faute de syntaxe. Donc après avoir... je peux revenir où il fait la liaison là entre web servers et les vrais hostnames. Alors, en fait... Dans quel emplacement il fait le mapping des... La première chose qu'il va voir, c'est la variable inventory dans son fichier de conf. D'accord? Dans le fichier qui va être en fait spécifié ici, il va lire, supposons que là on a un boss, il va lire l'ensemble des machines qui sont dans web server. Si ces machines ne sont pas résolvables par DNS, par résolution locale ou par un serveur DNS autre, le playbook il va rien faire. D'accord. Et là, le nom du fichier doit être aussi web server. C'est comme... Non. Tu peux mettre un fichier Xteam. Par contre, ce que tu dois faire... C'est le contenu en fait. C'est... Le définir sur le niveau... C'est là où tu dois avoir web servers. Ouais. D'accord. Mais le nom du fichier... Ce qui importe, c'est l'emplacement du fichier qui doit être spécifié par inventory. Alors... pour l'exécution, il suffit de dérouler Ansible Playbook sur le node control. Donc il va s'exécuter sur toutes les machines. Pour vérifier la syntaxe, on a syntaxe check. Pour faire un essai à blanc, c'est-à-dire il va se connecter aux machines distantes, il va voir s'il y a un changement appliqué ou pas, et après il va sortir, il ne va pas l'appliquer. C'est l'option "-c". Tout se passe par script, donc il n'y a pas une interface en fait. Honnêtement, je suis pas très interface. Bon, je veux dire, depuis que je pratique. En fait, oui, l'interface web, on va y venir. Il y a la solution entreprise Ansible Tower avec sa solution open source gratuite qui est AWX, qui fournit une interface web. La possibilité de faire toutes ces configs là en fait en utilisant une interface entre guillemets user friendly. Exactement, et on va l'exposer l'interface. J'ai fait un screenshot. Si on veut plus de log, est-ce qu'il y a le mode verbose? Plus de log. En fait, il n'y a pas de mode verbose. Par contre, il y a des modules que tu peux insérer ici, des modules de type debug, en fait, qui vont afficher le détail de ce que tu vas exécuter par la suite. Donc, si tu veux une tâche qui soit exécutée avec plus de verbosité, tu insères debug après et ça va générer, en fait, dans l'output, on va avoir plus de détails. Sur la partie essai à blanc, il y a aussi des modules. Le module Boto, tu peux le chercher, c'est un module qui te permet en fait lors de ton développement des playbooks Ansible, si tu n'as pas intérêt, tu n'as pas une machine par exemple cible, tu n'as pas intérêt à aller chaque fois créer ta stack, il suffit juste de lancer avec le module Boto. En fait, c'est comme si tu fais tes tests unitaires. C'est à peu près, le même exemple. C'est bien important de comprendre l'output. Donc là, c'est le playbook qu'il a exécuté. Ça, c'est l'output d'un autre playbook, pas celui qu'on était en train de voir, parce qu'il contient une seule tâche. La tâche gathering facts, acquisition d'effets, il exécute par défaut pour acquérir l'effet système. Ça, on va y venir après. Mais on voit que selon l'output, on voit quelles sont les tâches qui ont été, les changements qui ont été appliqués. Dans ce cas, 2 tâches ont été exécutées avec succès, mais change 0, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'on est dans le cas où il trouve que, par exemple, un user existe déjà, ou un fichier de config existe déjà déployé. Et donc il ne fait rien. Quand on a un change égal à 0, c'est-à-dire il est passé, il n'a rien fait. Là on voit l'exemple
Donc il permet d'installer et aussi de faire automatiser la configuration sur des serveurs existants, qui existent déjà. Est-ce que Ansible permet aussi de créer des VM d'une manière aussi dynamique et automatiser leur création? Tout à fait. Tu fais des commandes de création de machines. Ah, d'accord. Surtout moi j'ai eu l'occasion de toute façon en tout cas avec AWS, on peut avec la SDK, donc avec les livrets SDK, on peut créer des instances EC2, on peut tout imaginer avec Ansible. Aujourd'hui, les plateformes de learning, de training, quand ils vont lancer un lab avec 3 ou 4 machines, le lancement de ce lab se fait avec des playbooks Ansible. Red Hat, aujourd'hui, quand ils vont créer un environnement d'examen pour le candidat, c'est un playbook Ansible qui est lancé pour provisionner des VM. C'est un frac AVM en fait. Donc c'est rachevé. Les modules les plus populaires, parce qu'on parlait de modules, de point de vue infrastructure toujours, c'est les modules de gestion de logiciels, comme on a vu le module YUM tout à l'heure, pour installer des nouveaux packages, pour les mettre à jour, pour les downgrader. C'est le module qu'on utilise pour le patching en fait. Et il y a aussi les modules de gestion d'utilisateurs d'authentification pour qu'une machine puisse joindre l'authentification à un annuaire LDAP pour créer des utilisateurs, créer des groupes. C'est un module user ou groupe. Des modules pour gestion de service, c'est-à-dire si un service de point de vue, toujours point de vue système, s'il est démarré, s'il est shutdowné, s'il est activé au moment du reboot de la machine. On a la gestion du stockage pour créer des file systems ou en supprimer un, ou augmenter la capacité d'un file system ou en réduire. La gestion du réseau pour créer ce qu'on appelle des cartes réseau virtuelles, changer l'adressage, tout ça. Donc ça fait partie du déploiement. La gestion de la base de données, il y a aussi des modules MySQL assez développés pour le déploiement de modèles de données, le déploiement d'utilisateurs, de droits sur les bases de données. C'est surtout les modules MySQL qui sont les plus développés, je ne sais pas pour les autres, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer. Gestion des services cloud, c'est des modules qui vont interfacer avec les fournisseurs cloud habituels. Ils sont documentés sur le site Ansible et sur les sites de provider cloud. Le service web, tout ce qui est Nginx, Apache, tout ça. Manipulation de fichiers, insérer une ligne dans un fichier, remplacer une chaîne de caractères par une autre, tout ça. Ça c'est ce que c'est faire de plus Ansible. La documentation Ansible est assez explicite pour tous les modules, parce qu'à chaque module, on a un certain nombre de paramètres et des contraintes. Donc c'est assez documenté, c'est assez bien documenté sur le site d'Ansible, sur le web, mais aussi sur la ligne de commande. Si on est sur une ligne de commande d'un serveur Red Hat par exemple, il suffit de faire Ansible doc suivi du nom du module et on a tous les paramètres de ce module là avec des exemples d'utilisation. On va voir ça plus près. Par rapport aux variables, il y a 3 emplacements possibles où on peut placer des variables pour qu'ils soient pris en compte par nos playbooks. Dans le playbook lui-même, on a le bloc var au début du playbook où on peut déclarer des variables, les instancier et leur donner des valeurs, comme ici. On peut déclarer les variables dans un fichier externe au playbook et le référencer par la suite via le mot-clé var files. Il y a les variables d'hôtes, on peut aussi associer des variables à des groupes ou à des hôtes au niveau de l'inventaire, avec par exemple le groupe de points var. Et par la suite, on a ce user-geo qui va être déployé par la suite sur tous les membres du groupe serveur. Est-ce que c'est assez clair jusqu'à maintenant? Ok. On vient au fait système. On a vu lors de l'exécution tout à l'heure, la première chose qu'il fait, c'est gathering facts, c'est-à-dire qu'il va collecter tous les faits système. Et ça peut être très utile pour le déploiement. Par exemple, on peut empêcher une machine physique de déployer plus de conteneurs si elle dépasse un certain seuil d'utilisation mémoire, ou CPU par exemple.
Ça, on peut l'acquérir via ce qu'on appelle les facts. Et en fait, ces facts ont un format normalisé, assez bien documenté ici, pour par exemple extraire l'hostname de la machine, le FQDN ou autre. On peut aussi déclarer des faits personnalisés qui sont relatifs à l'environnement applicatif, par exemple, ou à l'environnement de l'entreprise. Excusez-moi, comment ça marche les conditions dans le script Ansible? Par exemple, je veux tester le résultat d'une commande, par exemple un ping. Si, comment par exemple faire une condition if ça marche, fais ça, si ça marche pas, fais ça. Au lieu de if, on a when. C'est ça. When 2 points et puis de condition. D'accord. En fait, ce que tu vas faire, Et become aussi. par exemple, on va toujours revenir à notre exemple ici. On peut dire, par exemple, on ne déploie ce template que si le serveur est Red Hat 6, par exemple. Juste après ça, après le module, on va insérer un when, 2 points, Ansible-bas major OS égale 6, par exemple. Donc, et là, il va directement lire la condition. Si la condition n'est pas satisfaite, il va te dire dans l'output skip, c'est-à-dire qu'il a sauté cette tâche-là, parce qu'elle ne satisfait pas la condition when. Alors, ce qu'on était... Excusez-moi. Ansible fact tout à l'heure, c'est comme une variable d'environnement qui contient des... C'est comme des variables Ça c'est oui, c'est comme des variables d'environnement locaux en fait. Au lieu de lire des variables d'environnement local, on a un format, disons, normalisé pour ces variables-là. Et on peut en déclarer d'autres si on renseigne le fichier facts.d localement sur les machines hautes. Et si on veut lancer par exemple un test, je prends l'exemple genre un ping et il doit me répondre avec telle réponse. Comment on peut parser cette réponse-là pour avoir juste ce qu'on veut et continuer sur la condition? Alors, pour parser tout ce qui est output et redirection, en fait... faut utiliser le truc de string. Après, c'est pas... Il y a la possibilité d'écrire en fait tous les modules de fichiers, tous les modules output, en fait, il y a la possibilité de les écrire. En fait, on a un module file qui gère tout ce qui est fichier et on peut y faire la redirection du mode debug. Sinon, il y a simplement le SH. Tu fais un script shell et tu appelles un module SH qui exécute et qui te retourne une variable. Voilà. Et tu fais $. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie parser? Parser, c'est transformer. Transformer, voilà. Transformer pour que ça soit, pour que ça puisse être interprété par le programme. Parse. Parse, c'est plutôt voilà, lire d'une manière, c'est comme si on se dispose d'un squelette, on veut lire une entrée, enfin une donnée, on veut l'interpréter. C'est ça le parsing. On a un fichier texte, on veut le parser je sais pas, on a enfin un autre format, voilà. Donc c'est un peu le jargon, le jargon informatique. Vous voyez que chacun d'entre nous a une définition en fait dépendant de son background. C'est ça, tout à fait. La lecture en fait. Bah oui, c'est ça, parser. Parser, c'est parcourir en fait le contenu d'un objet. Mais aussi c'est transcoder, transformer, formater. En fait, c'est l'analyse syntaxique. Voilà. Exactement. Ça c'est encore plus bien. Il le fait exprès d'ailleurs. Je vais éviter de poser des questions. Donc concrètement, pour faire de l'output sur la console, on a un module qui est assez près message. Pour faire de la redirection dans un fichier, on a un module file. Donc c'est des modules très complets pour ça. Donc ça c'est pour rendre tout ça encore plus verbeux. Excusez-moi. Yes. Juste pour le... C'est quoi le fait exactement? C'est une fonction? Qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est la valeur d'une variable, si on parle de point de vue programmation. Et le fait Ansible hostname, c'est juste le nom de la machine en short name. En FQDM,
c'est le nom de la machine avec le nom du domaine derrière. Comment cela peut être utile pour nous, par exemple? Du coup, dans la partie variable, on définit des variables. On définit des variables, oui. Des variables qui sont propres au playbook. Mais ces variables-là sont propres à la machine sur laquelle va être exécutée. C'est des variables propres au nœud géré. Et donc ça existe sur les machines hautes. Donc ces variables sont déclarées dans des fichiers sur les machines hautes. Pas forcément. Pas forcément. En fait, c'est des variables... ça peut être système. C'est des variables, disons, système. Si on revient à l'exécution ici, pour concrètement, il va exécuter ce playbook web server sur ce serveur-là, serveur A. La première chose qu'il fait, c'est gathering facts. C'est-à-dire qu'il va remplir toutes les variables qu'on a listées tout à l'heure, avec leurs valeurs. C'est-à-dire, c'est du Python, on est d'accord. Il va se connecter en CSS sur la machine, il va chercher le nom, le FQDN, l'adresse IP, tout ça, il va les retourner en une seconde pour que ça soit par la suite exploitable par les playbooks qui vont passer derrière. Oui, mais c'est déclaré où? C'est pas déclaré. C'est pas déclaré. Parce que des variables système, ça peut être autre chose. C'est pas déclaré, en fait, c'est des variables vides. Et c'est lui qui va les remplir au fur et à mesure. Par exemple, si j'ai Java Home, par exemple, variable système Java Home au niveau de mon ordinateur, là dans le fact, si je peux faire... On n'a pas un fact normalisé Java Home. Les facts, les systèmes facts sont des... c'est des variables qu'on peut trouver sur toute la ressource. Tous les systèmes. Par contre, pour faire une variable personnalisée, on doit la définir localement au niveau du serveur géré. Dans le fichier etc fact.d fact, on définit Java Home égal. Et par la suite, directement, il va savoir, quand il va se dérouler sur ce nœud géré, qu'il existe un Java Home, une variable appelée Java Home. Voilà. D'accord. Ok. Alors, au fur et à mesure que ces déploiements sont de plus en plus complexes, les playbooks deviennent de plus en plus lents. Et donc, Ansible a créé une architecture normalisée qui s'appelle rôle. Et le rôle, c'est un exemple d'outil. En fait. Le rôle, c'est un rôle user, par exemple, avec ses sous-dossiers. Cette architecture est normalisée. Tous les playbooks qui vont s'exécuter, tout d'abord, il va voir dans les tasks, en fait, main.yaml. Pour tout ce qui est variable et template, il va chercher directement dans ce dossier-là. C'est pour rendre visible et encore plus maintenable. Modulaire. Voilà, modulaire, plus... voilà. Donc c'est une espèce de... Quand vous dites dans la dev, c'est une espèce de framework. Voilà, c'est un framework. Ouais. Pour Ansible. Ça rend les gens, tels que des admins 6, tels que moi, qui ont travaillé, je veux dire, dès le début avec des scripts shell, contraints de travailler avec un framework. Et ça rend le code beaucoup plus lisible et beaucoup plus utilisable. Ce qui a poussé Ansible par la suite à créer une librairie de rôles. Une librairie de rôles qui s'appelle Ansible Galaxy, accessible sur le web, où on peut télécharger tout type de rôle en fonction des revues, où on peut contribuer aussi à la communauté, parce qu'on peut contribuer par plusieurs manières au projet Ansible. On peut contribuer au programme lui-même, mais aussi au contenu, au rôle. Et ça, c'est des rôles qu'on peut télécharger pour ne pas réinventer la roue, justement. Et ces rôles, puisqu'ils obéissent à cette structure-là, ce rôle-là, il est facilement... on peut facilement les utiliser parce que dans les README, en fait, il y a un format bien spécifique pour dire, voilà, ce rôle s'utilise de la sorte, il faut instancier telle et telle variable, il faut l'exécuter sur telle machine ou autre. Donc, c'est vraiment utile pour les déploiements complexes. Donc, il y a plein de rôles pour déployer des applis Java, pour déployer des bases de données SQL, pour faire du performance tuning par exemple sur des operating systems. Plein de rôles qui sont utiles et qui sont régulièrement mis à jour par la communauté
qu'on a décrit de très active tout à l'heure. Pour les bases Redis aussi? Tout type de base, en fait, tu t'en retrouves plein. D'accord. Oui. À quoi sert le fichier YAML qui est dans le dossier méta? Ah, ça permet de décrire tout simplement ton rôle. Oui. L'auteur, l'historique de modification. Enfin, lui aussi, ça respecte un petit peu le... Parce que quand on met en place en fait un rôle, pour que ça soit dans la norme, enfin, ils ont défini, je sais pas, je connais pas, j'ai pas plus d'informations sur ça, mais ils ont défini un modèle, un modèle conforme pour que ça soit utilisable et récupérable. Enfin, on peut le télécharger facilement. C'est-à-dire quand tu tapes Ansible Galaxy Maven 3.1.1, lui, il va aller récupérer directement son rôle et il va mettre. Et derrière, quand tu rentres dans le métadonnées, c'est comme, simple exemple, sur un site web. Tu rentres sur un site web, tu as des balises de metadata. Oui. C'est tout simplement ça. D'accord? C'est juste dérouler la commande Ansible Galaxy, par exemple Xteam, ça va créer le rôle Xteam avec cette structure-là. Ouais. D'accord. Et ça peut télécharger pas que de cette bibliothèque Ansible Galaxy, mais aussi ça peut télécharger d'un référentiel Git local, par exemple. On va voir un Git local avec des rôles. Oui, pour info, tout ça c'est sur GitHub. Donc voilà, c'est le depuis que ça a été racheté par Microsoft. Donc. Question. Yes. Oui. Du coup, au début, on a commencé par un fichier playbook et un inventaire qui décrit une liste de tâches. Maintenant, on a un rôle qui définit une structure. Est-ce qu'il y a un autre fichier qui gère l'ensemble de ces rôles? Car là, pour... Alors, le rôle, il peut être appelé, il va concrètement être appelé à partir d'un playbook. C'est ça. Et on va introduire le mot-clé rôle, au pluriel, avec un tiret, spécifier le chemin du rôle. Et après, il va par défaut aller lire dans ce dossier-là, et en premier main.yaml, pour par la suite dérouler en fait, parce qu'il peut avoir des dépendances et des inclusions. Donc il va respecter cet ordre-là. C'est comme ça que ça se passe. Le rôle, on va le définir, et puis on va faire un playbook. Dans le contenu, c'est juste appeler ce rôle. Donc c'est 2 lignes de code en fait. Et comment gérer les inventaires dans le rôle et les inventaires dans... En fait, quand on parle de rôle, indépendant du... Oui, vas-y. Il est indépendant de l'inventaire. D'accord? Le rôle, il est censé être exécuté sur n'importe quelle machine, n'importe quelle ressource. Et il fait il donne le même résultat. C'est pour ça qu'on a cette particularité. Et ton playbook, c'est lui qui dispose d'un inventaire et qui va aller se servir de ton rôle pour créer tel ou tel service, ok. Certaines données sur nos variables qui peuvent être représentées dans les rôles peuvent être sensibles. Des mots de passe d'utilisateurs, des clés pour API, plusieurs données peuvent être sensibles. Donc Ansible a fourni un programme qui s'appelle Ansible Vault, qui permet de crypter tous les fichiers qui peuvent contenir des données sensibles. C'est payant. C'est payant, je pense. Non, ça vient par défaut avec Ansible, avec la version normale, open source. Et par la suite, on peut le crypter avec un mot de passe, et par la suite, à l'exécution du playbook, il va nous demander ce mot de passe-là pour décrypter le fichier de variable ou le fichier de config. Pour pouvoir le décrypter à un moment donné, il va omettre d'afficher les détails de ce playbook, même si on le met en mode verbose, parce que c'est des données sensibles extraites de Ansible Vault. Et par la suite, il va le refermer. En fait, c'est une sorte de vault, surtout pour les mots de passe et les données sensibles. Voilà. Comme ça, en gros, en fait, il va crypter tous les fichiers de config. Ça dépend par rapport à ce qu'on lui demande de crypter. Pas forcément tous les fichiers de config. Principalement. Ouais. Principalement, c'est des fichiers qui peuvent contenir des mots de passe,
Des variables. Dans la pratique, c'est ça en fait. C'est surtout des fichiers qui peuvent contenir des mots de passe de point de vue administration. Après, de point de vue applicatif, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut financer ou pas. Si. Les clés privées pour se connecter à la machine. Ouais. On peut servir de... Enfin, il y a d'autres services pour ça. Du KMS par exemple. Kerberos. Ouais. Et trop Tout à l'heure, tu avais demandé par rapport à la répartition de charges. Ansible Tower, qui est la solution entreprise pour Ansible, fournit en premier lieu une interface web tout à l'heure pour pouvoir lancer nos playbooks, pour pouvoir lancer plutôt notre job template, parce que ce qui va lancer c'est un job template qui est la combinaison de nos playbooks avec l'inventaire qui leur est associé, avec les credentials des machines sur lesquelles ça va s'exécuter. Il a une base de données Postgres et, pour contenir tout ce qui est droit et plusieurs nœuds qui servent à répartir la charge. Excusez-moi, credential, puisqu'on se connecte en SSH, on n'a pas besoin de password, on n'a pas besoin que de l'utilisateur. Non? Pas tous les coups. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire credential? Il y a certaines credentials, je dis que parfois on a besoin de se connecter à certaines machines. Dans la politique de sécurité, interdit la connexion sans mot de passe et avec les publics et les privés. Il n'y a pas à tous les coups le couple les publics et les privés. D'accord. On se connecte via SSH, ok. On doit passer par le mode d'authentification qui est imposé par le nœud contrôlé, en fait, le nœud géré. Ça, si le nœud géré il interdit l'utilisation de clés privées et clés publiques, on doit forcément passer par les credentials. Et c'est Ansible Tower qui se charge de crypter son mot de passe. Et juste dans le même sens, est-ce que Ansible permet le tunneling SSH? Par exemple, je déclare une machine tunnel et c'est à travers elle qu'on va se connecter aux autres machines. Ouais. Est-ce que c'est possible avec Ansible? Oui. Et comment ça se fait? Il y a des variables justement, en fait, dans les fichiers de config que j'avais exposé tout à l'heure, il y a justement des variables qui sont dédiées à ça. Donc il fait du jump off. Il y a des modules que tu puisses insérer. En fait, pour qu'ils puissent interpréter justement ce type de paramètres, il faut y ajouter un plugin. Parce qu'on a vu le node control, il a besoin d'autres plugins de sécurité pour qu'ils puissent interpréter ces directives et faire du jump off en fait, comme d'autres applications. Donc ça s'ajoute en fait, c'est une sorte de pile. Ce qui est important, c'est de pouvoir lancer des playbooks si on a délégué à d'autres équipes le fait d'exécuter des playbooks sur un ensemble de serveurs sans qu'ils aient forcément accès au contenu de ces playbooks et à leur code. D'accord? Donc ils ont accès à une simple interface web, ils vont lancer le playbook dessus et ils vont juste transmettre le résultat. On peut faire une répartition. Chaque équipe, l'équipe niveau 1 va être juste capable d'exécuter juste un ensemble de playbooks sur un ensemble bien déterminé de services. Donc on peut limiter les droits. La gestion des droits est incluse dans Ansible Tower. La version open source d'Ansible Tower est AWX. C'est presque le même principe. L'interface elle est presque similaire. Juste l'architecture elle varie. Il va juste avoir deux conteneurs, un conteneur task pour interagir avec les nœuds gérés et un conteneur web juste pour faire monter l'interface web. Ouais. Et donc là, c'est une capture d'écran, Yacine, pour... Ce que t'aimes bien, t'aimes bien ça. Pour Ansible Tower. Donc là, voilà, on a une sorte de dashboard pour les playbooks qui ont été exécutés. On parle de modèles de playbook de données, c'est-à-dire la combinaison entre l'inventaire, le playbook et les droits, les rôles, les credentials. Et un modèle peut être exécuté plusieurs fois, traqué avec l'output, tout ça. Donc, on peut consolider l'output de tous les playbooks et analyser par la suite pour diriger. Est-ce qu'en fait tous les fichiers, les principaux qu'on a vus, là, le playbook, l'inventory oui. et le rôle, oui. Ça peut être édité par ici, modifié et enregistré et lancé.
Non, Alors tu ouvres L'outil le fichier, magique, tu le modifies, après tu lances le... L'outil magique n'existe non, pas. si. Je pense pas. Parce que ça, c'est un monitor. C'est-à-dire, il va, disons, lire le log derrière. Mais il va permettre d'exécuter aussi. D'accord. Il va permettre de les exécuter et de répartir en fait en fonction de la charge et des droits. C'est-à-dire que on va se loguer. Là, on est logué en tant qu'admin. Mais si on se logue en tant que user, c'est pas d'équipe niveau 1, on va avoir accès à une suite limitée de playbook et on va pouvoir lancer que ça, sans avoir accès au code. Et c'est ça l'intérêt de... Tu donnes aux personnes, de ceux même qui connaissent pas plus, Voilà. voir la partie scripting et de lancer en fait de ces playbooks, monitorer Exactement. ces playbooks. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc c'est des opérateurs qui en ont accès. Implémentation en entreprise, je vais décrire une implémentation que j'avais faite lors de ma dernière mission. En fait, l'objectif était surtout de standardiser les systèmes qui sont nouvellement installés, des systèmes qui peuvent être des machines physiques ou des machines virtuelles ou autres. L'objectif était de standardiser et de réduire les délais de livraison, c'est-à-dire automatiser la phase de post-install. Concrètement, en fait, on va installer via un Kickstart, un PX Boot, on va installer l'operating system et on va dérouler une suite de playbook qui va configurer cette machine pour qu'elle soit prête à l'emploi sans qu'on ait la moindre intervention humaine, sans qu'on se logue aucune fois sur la machine. Donc là concrètement on voit l'administrateur système avec sa mauvaise posture. Donc, qui va créer Le dos cassé. Ouais. le dos cassé, qui va se loguer sur la satellite. La satellite, il va permettre de créer, de provisionner les machines sur des VM ou des serveurs physiques en prémisse, d'accord, en utilisant HTTP, PXBoot, tout ça. Une fois que cette machine elle est déjà installée, la machine elle va en dernière étape de l'installation invoquer l'API REST de l'outil AWX. AWX c'est la version open source de Tower. Elle va invoquer l'API REST avec la clé de l'API bien entendu. Celui-là il va reconnaître la machine et il va se connecter en CSS sur cette machine pour exécuter une suite de rôles qui vont configurer la machine et la mettre directement au bout de 3 ou 4 minutes dans l'état souhaité, l'état final, prête à la livraison. Une question qui se pose, comment est-ce que cette machine nouvellement installée est intégrée à l'inventaire d'AWX? Il y a un inventaire dynamique et donc une synchronisation de cet inventaire avec l'exécution de cet inventaire permet, dès qu'on ajoute une nouvelle machine, cette machine elle est ajoutée à l'inventaire AWX pour que l'on puisse exécuter le playbook de configuration dessus. Bien entendu, ces playbooks et ces rôles sont développés sur la station locale de l'admin, ça son poste de travail, et puis c'est mis sur le référentiel Git local dans l'entreprise qui est Bitbucket. Et ce projet, il est synchronisé régulièrement par AWX. Tous les playbooks et les rôles sont versionnés et documentés et synchronisé par AWX. Donc ça c'est l'ensemble du pipeline dans le cas pratique. Est-ce que vous avez une question par rapport à ça? Moi, même si tu es avec toi. Alors, juste Red Hat et AWX, c'est deux machines à part. Deux machines à part. D'accord, donc le code source il est check-outé sur AWX. Oui. Et là-bas, l'inventaire il est mis à jour par Red Hat Satellite. Yes. Ok, ça marche, c'est bon. En fait, c'est dans le même sens. Est-ce que c'est AWX qui fait du calling de Red Hat Satellite ou bien c'est Red Hat Satellite qui dispatche la qui est l'initiateur de l'opération. C'est ça. Okay. Donc c'est une sorte de listener qui écoute tout le temps. Exactement, et qui va dérouler le script dynamique pour le retrait de l'ensemble des machines. D'accord. Donc ça, c'est déjà en place et ça marche. Des questions par rapport à ça? Puisqu'il y a une synchro entre AWX et la flèche là entre la personne et la satellite, c'est pour créer une machine. À un moment donné, il va se connecter sur la satellite, il va se connecter à une sorte de formulaire web et il va saisir toutes les propriétés de la machine à créer ici. Donc c'est pour ça.
Ça peut pas être fait par qui? Une création dynamique de la machine sans la saisir à la manuelle. Non mais la machine, le besoin déjà il est exprimé par l'utilisateur. Donc il est exprimé via une interface. Red Hat Satellite, il interprète le formulaire pour approvisionner une machine via le... C'était quoi le protocole? Il va booter avec PXOBoot sur TFTP. Après, il va télécharger tous les packages avec HTTP. Donc, considérons on a par exemple une machine Ubuntu qu'on veut mettre à un serveur web. Tout simplement un web server. On va installer un web server. Donc la demande, elle vient près de l'utilisateur. Dès que c'est fait, donc sur le bucket, enfin sur notre repo, on dispose d'un ensemble de playbooks. Un playbook pour créer une machine, enfin Ubuntu, récupérer le package, un playbook pour installer un web server, comme on l'a vu tout à l'heure. Dès que c'est fait, AWX, il compose le tout. Grâce à son inventaire, il se connecte sur la machine approvisionnée et il met. Donc la machine, déjà, considérant la machine est vierge. C'est une sorte de box, mais il est vide. Donc après, c'est à toi de. Exécuter le rôle, c'est comme SQL pour installer une base de données, Apache pour installer un web service. Comme ça, on a une machine prête de manière complètement automatisée. Ok. Et la synchro inventaire, ça se fait au niveau de Bitbucket ou dans un emplacement donné à AWX? L'inventaire, il est extrait de là. Puisque toutes les machines, pour être créées, on va passer par cet outil-là. Donc c'est cet outil-là qui maintient la liste des machines et leur licence. Parce que dans ce cas particulier, en fait, toutes les machines en Red Hat sont soumises à licence. Mais ça fait aussi, ça fait un serveur d'install, mais ça fait office aussi d'un serveur de licence. Pour cela. C'est ça. Donc si on n'a pas tous nos machines qui sont présentes là, c'est-à-dire qu'on n'est pas en règle en fait par rapport à Red Hat. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai choisi Red Hat Satellite comme source pour l'inventaire de VX. D'autres questions par rapport à ça? Alors moi j'ai une question pour vous. Il est 20h30 déjà. Est-ce que vous désirez la démo ou on est pour une fois? Est-ce que une petite démonstration? Ça prend combien de temps la démo? Je vais essayer de faire au plus vite, une quinzaine de minutes, si tout se passe bien. Ça c'est la conclusion. Ça c'est la conclusion. C'est ça. Parce que j'ai une question. Merci. Merci. Bravo. Aujourd'hui, vous avez effacé un peu une petite partie de mes connaissances sur DevOps. Parce que pour moi, j'ai fait un peu de l'intégration continue en 2009, avant que ce nouveau modèle et ce truc-là sortent. Pour moi, DevOps, c'est l'intégration continue. L'intégration continue, ce que veut dire, c'est qu'un développeur, au sein d'une équipe, va livrer son code. Ça génère une release d'un applicatif. L'applicatif va être pris par un serveur master pour être mis dans un serveur slave. Il va faire une batterie de tests. Il va retourner un résultat. Si les tests préliminaires, disons, ciblés par le métier ou par l'équipe d'être les tests principaux, disons, qui sont OK, cette release elle sera déployée chez le client. Automatiquement. Ça, c'est le process, je parle dans le monde applicatif. De bout en bout, genre le mec tape son code, c'est bon, ça a été validé. Là, en utilisant genre ClearCase ou Accurev en termes de versionning ou Git ou SVN. Ça a limité, ça a généré un build. Le build est passé par une session de test automatique. Après, déploiement automatique. C'est toujours le cas. Attends, le souci, c'est que je n'arrive pas à me projeter sur la partie infra. On parle peu d'infra. En fait, là, c'est pour la création de nouvelles infra, de nouvelles machines. Donc voilà. là, on élimine carrément le facteur humain, le manuel. Donc là, tu peux paramétrer le fait de créer une nouvelle machine avec des playbooks, des templates prédéfinis. C'est pour ça que je dis, lorsque j'ai perdu un peu mes connaissances là-dessus, dans le sens que, est-ce que ça, c'est utilisé purement pour ce genre de use case? Pas du tout. Ou, dans le cas où je vous parle là, est-ce que ça marche aussi? En fait, ça complète seulement ta définition. Donc, vas-y.
on revient au module Java. On a une application, il faut que ça soit buildé, déployé sur un serveur, un setup. client. D'accord. Donc on passe, on récupère le code source. Pour récupérer ce code source et le builder, comment faire? Est-ce qu'on a, parce que l'infra ça coûte, hein. Imagine qu'on a 1000 commits, 50, ça va, on est en France, on n'est pas Google, on n'est pas Microsoft. Imaginons qu'on a 50 commits par projet. Ces 50 commits se déroulent sur des machines, d'accord? Donc chaque commit, on est censé récupérer les dépendances, builder et publier sur un faire tourner nos tests unitaires, etc. et compagnie, d'accord? Plutôt, il est possible, dans nos builds, approvisionner une machine, faire l'essentiel, puis détruire. On peut servir d'un Ansible. Pour pouvoir lancer un build, tu as besoin d'un environnement adéquat pour lancer ton build. Donc tu récupères une machine Ubuntu, tu mets l'essentiel, tu mets ton JDK, tu mets ton Maven, et tu mets ton... Là, tu peux me parler encore une fois de la partie infra et système. D'accord. Tu prépares un système pour faire en fait exécuter des choses applicatives. Mais dis-toi que l'application elle est censée fonctionner sur un environnement cible. Ça veut dire que même lorsqu'on déploie, on peut servir aussi d'un cible pour aller récupérer ton livrable qui est disponible sur un registre ou sur un Nexus ou sur un compagnie et aller se connecter sur une machine, aller faire l'essentiel. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou pas encore? Un petit peu. Compléter. Hein. Maintenant, c'est un... Je sais pas si j'ai encore le... Attends. T'as compris en fait ma vision des choses. En fait, je la connais la préparation de l'environnement, c'est une chose. Le processus de déploiement d'un applicatif, c'est une autre chose. En fait, ce qui est bien avec Ansible, c'est que tu peux faire avec ce que tu veux. Donc là, il t'a donné un exemple, par exemple, comme il t'a dit, les environnements, ça coûte cher. Donc imagine un scénario où tu pourrais dérouler tes tests, déployer pour des smoke tests, etc. et à la fin détruire cet environnement. Donc là, tu auras un environnement qui est libre, qui peut être utilisé par un autre projet qui suit le même process. Donc, tu n'as plus un environnement final qui supporte tous les projets et qui à un certain moment... Mon souci, vous parlez tout le temps... c'est à la demande, effectivement. Oui, j'ai compris. Vous me parlez tout le temps d'environnement. Moi, je parle d'application. Là, le truc, il a mis en place un environnement Windows. Mais tu parles aussi d'environnement. Lorsque tu parles de Git, un repo Git, c'est pas du code, c'est de l'infra. Tu parles de Jenkins, tu parles de CICD, tu parles de... Voilà, c'est encore une fois, c'est de l'infra. Tu parles de déployer. C'est une partie. Où est-ce que tu exécutes tes tests, par exemple, unitaires ou d'intégration pour valider ton livrable? Là, tu as une autre application qui fait des tests. Oui, mais sur quoi? Sur quel support? C'est toujours un environnement. On parle toujours d'environnement. Et là, voilà, j'ai... Oui, en fait, c'est le paradigme que tu dois changer. C'est que ces environnements, ils ne sont pas fixes et on peut les changer à volonté comme on veut selon le besoin. Ok. Maintenant, revenons. En fait, le mot DevOps, actuellement, sur le marché, là, on travaille presque tous dans le même environnement, soit des assurances ou des banques. Donc, lorsqu'une équipe DevOps, on parle d'infra, ou on parle le processus d'intégration continue. Très bien. Les deux. Les DevOps, il fait la liaison entre le monde des devs et le monde d'infra. D'accord. Ah oui, les deux. S'il est de base un développeur, bien sûr il est le maître de ce qu'on livre, ce qu'on build. S'il est un ops, lui il est maître de ce qu'on offre comme service, ce qu'on exploite. D'accord. Et après il y a un feedback. Et après, bien sûr, c'est le plus essentiel, c'est le feedback. D'accord. Donc c'est ce qu'il vraiment faut tenir ça en tête, c'est que l'infrastructure, maintenant avec AWS par exemple, elle te dit vas-y, ok, je te garantis la disponibilité d'un environnement, mais elle ne veut pas dire ouais mais en fait il faut pas aller créer tes bases de données comme ça et les répliquer sur un cluster. Elle ne va pas dire ça. Il t'offre la liberté de tout faire, d'accord?
Mais il faut voir plutôt l'infrastructure dans un autre perspective. Ouais, en fait, désolé, mais parce que moi à l'époque on l'a fait manuellement. C'est ce qu'on faisait. Il n'y a pas eu de système. Ça existe toujours. On a utilisé Quick Build pour tout ce qui est build automatique, en détectant en fait soit de AccuRev ou ClearCase sur le trigger en fait sur le changement de code sur la branche. Et après en fait la notion master slave c'était fait manuellement. C'est qu'un truc qui tourne, un batch, qui dit voilà, il récupère la release, il prend vers un autre serveur, il va tourner les tests automatiques, il va donner le résultat test automatique, après si c'est bon, il va déployer. Tu vois, Cela suppose qu'il y a une infrastructure qui est stable et qui est toujours disponible tout au long du projet, figée. Là, tu ne peux rien changer dedans, etc. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou c'est bien, ça veut dire que ça marche sur un projet qui dure, c'est la même chose. Tu peux faire du monitoring, etc. Encore un truc. C'est très... Vraiment, c'est très intéressant ça, parce que cette notion de DevOps dans le Scrum ou dans l'Agile qui s'applique maintenant, elle s'applique dans ce sens où moi j'évoque. J'ai jamais écouté, ou j'ai pas trop écouté en fait la notion de infra ou préparation d'environnement. Il parle fonctionnel peut-être, donc l'autre c'est caché, c'est d'autres personnes en fait comme admin qui passent le truc, mais il parle surtout fonctionnel en fait. Comment, lorsque le Scrum finit, le sprint finit, comment en fait de là vers le déploiement, comment l'automatiser? En fait, c'est un nouveau niveau de maturité de l'agilité. C'est le fait d'intégrer les ops dans le process agile, ça c'est encore de la maturité dans l'agilité. C'est élaborer ensemble des process qui, en même temps, qui servent les devs et qui servent les ops, et en même temps on fait en sorte que ça soit fluide et flexible, ça encore c'est un autre niveau de maturité. C'est exactement ce qu'ils sont en train d'expliquer. Voilà, juste là c'est bon, on est en phase. Le Graal, encore une fois, c'est la communication dev et ops. Comment communiquer, ça c'est un schéma parmi d'autres, parmi plusieurs process. C'est ça. D'accord, merci. Donc voilà. Et en tout cas, on espère bien qu'on puisse avoir encore plus de sujets par rapport à ça. Il y a un truc prévu avec M. Mamadou. Ah, pourquoi moi j'ai suivi sa coupe. Ah bah ouais. À peu près. Non, j'étais comme toi, mais ça. En tout cas, merci les gars, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup.